Il recommence l'enregistrement. C'est marqué, ça y est, ça enregistre là? Ouais, c'est bon. Non, c'est la réunion, il n'y a pas Ok, moyen. bon, Mais... alors on va y aller. Bon, donc il y a encore des petits problèmes techniques à régler, c'est pas si simple. Je vois pas pourquoi. Écoutez, je vous remercie déjà d'être présent. Donc on refera éventuellement, si jamais vous connaissez des gens qui n'ont pas pu se connecter à cause de cette invitation, on fait un autre mercredi soir. Donc, alors, je vais couper le micro de tout le monde. Ah là là, enregistrement du cours. Alors, attendez. Il y en a Agnès, elle s'enregistre. Alors, où est-ce que je peux faire? Ah, je trouve plus, c'est pas possible. Ah, attendez. Non, il n'y arrive pas. Il y a tellement de menus qu'on ne sait pas. Il faut éteindre son microphone. Ah, ça y est, muet tous. Voilà, j'ai trouvé. Ok, bon, allez, c'est parti. Bon, alors, donc on va jouer quelques donnes. Alors, voilà. Donc là, tout le monde voit normalement la position de la donne. Donc vous êtes toujours en sud et vous avez la main qui est ici en bas. D'accord? Et donc, comme vous voyez dans la séquence d'enchères, votre partenaire a ouvert d'un carreau et l'adversaire a contré. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire avec cette main-là? Alors, vous pouvez aussi parler avec le chat, hein, si vous voulez. Donc, normalement, vous avez un truc où vous pouvez écrire, hein, plutôt que de réouvrir les micros et pour reparler, parce que c'est vrai que c'est un petit peu, comme on est nombreux, ça va pas être évident. Alors, donc, on pourrait imaginer... Hop, voilà, je vais le mettre là. Voilà, donc ça y est. Alors voilà, donc vous voyez, le choix, c'est entre surcontre et un cœur. Bon. Alors, moi, je n'aime pas beaucoup l'enchère de surcontre en règle générale parce qu'elle pose beaucoup de problèmes derrière, surtout quand on se fait un petit peu barrer par les adversaires. Et que le surcontre, il faut l'utiliser, à mon avis, soit quand vous ne pouvez pas nommer votre couleur parce que elle est moins chère que l'ouverture. Je suis là, elle est pas, il y a trop de monde, mais moi je suis inscrite. Voilà. Essayez de ne pas réactiver vos micros trop souvent, sauf si vraiment vous avez un truc très important à dire. Voilà. Parce que sinon, ça va vite être cacophonique. Voilà. Donc, le mieux avec ces mains-là, c'est de dire un cœur et de négliger le contre, si vous voulez, et d'utiliser le surcompte quand on a envie de punir les adversaires. Donc, c'est assez rare. D'accord? Alors, hop. Donc, voilà. Donc, vous avez dit un cœur. Ah non, là, je ne peux pas répondre au téléphone. Alors, voilà. Et Isa, hein, Karine? Isa, prends mon téléphone parce que je peux pas. Tu gères. Voilà. Et donc, du coup, votre partenaire vous soutient à 2 cœurs. Et là, évidemment, avec vos 12 points, ça devient évident de dire 4 cœurs. Ça vous va? Donc, on va jouer 4 cœurs. Et votre adversaire entame du valet de trèfle. Et voilà le mort qui s'étale. Alors, je vous laisse quelques secondes pour regarder le mort. Et donc, vous voyez assez rapidement que vous allez avoir un trèfle perdant, le problème éventuel de la dame de pique, et puis surtout, il va falloir manœuvrer vos atouts. D'accord? Alors, comment est-ce que vous pensez que vous allez manœuvrer les atouts? Donc, dehors, il vous manque l'as, le valet, le 10 et un petit. On a 26 points. Il y a Non, essayez de pas. On va essayer de pas. Essayez plutôt de parler avec le chat, parce que c'est vrai que on est quand même 100, donc si tout le monde parle, c'est vrai que ça va être. On en écoute un, c'est pas grave. Donc, je vous remets en mai. Voilà. Alors, normalement, quand on a 9 comme ça, on va a priori tirer plutôt en tête. Mais là, vous avez un élément qui est très important, c'est que votre adversaire de droite a dit un carreau contre. Donc, il a au moins 3 cartes à cœur. Vous voyez? Donc, vous savez déjà que les atouts ne peuvent pas être partagés de 2. D'accord? Alors, d'autre part, le mort à 14 points, vous en avez 12. Donc, ça fait 26. Donc, il y en a 14 qui se baladent chez les adversaires.
et votre adversaire de gauche a déjà montré un valet. Donc, ça fait plus que 13 points manquants. Donc, il y a une certitude, c'est que l'as de cœur est à votre droite. Et donc, votre adversaire, il possède l'as de cœur et au moins 2 autres. Bon. Alors, s'il a as valet 10, par exemple, quoi que vous fassiez, il fera toujours 2 atouts. Donc, quelle serait la position où vous pourriez arriver à n'en perdre qu'un? Alors, impossible d'entendre vos commentaires. Ça, c'est pas normal. Vous devez avoir un problème de son de votre ordinateur. Sinon, les autres, vous m'entendez bien? Faites des signes éventuellement si vous m'entendez bien. Ouais, bon. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne m'entend pas, c'est qu'il a un petit problème de... Voilà, c'est Japi. Donc, il doit avoir un problème de réglage de son. Voilà. Alors, voilà. Donc, effectivement, la position qui nous permettrait de ne perdre qu'un atout, ça serait le valet sec ou le 10 sec à votre gauche. D'accord? Et donc, à ce moment-là, comment est-ce qu'on va pouvoir manœuvrer les atouts? Ouais. En partant du mort et en passant. Voilà. Essayez plutôt de répondre par écrit. Hein, soyez gentils, répondez par écrit. Voilà. Donc, on va prendre l'entame à trèfle de l'as. Vous voyez, donc là, l'as devient en gris. Donc, l'adversaire de droite met le roi. Bon. Donc, ça montre qu'il a roi dame, évidemment. Hein. Et donc, à la deuxième levée, on va jouer la dame de cœur. Donc, on sait que l'adversaire de droite va prendre de l'as. Mais si jamais on a la chance de voir le 10 ou le valet tomber, on sait qu'on pourra faire l'impasse au tour suivant. D'accord? Donc, à la deuxième levée, vous jouez la dame de cœur. Votre adversaire prend de l'as, vous mettez un petit. Et là, clouc, vous voyez le 10 qui tombe à votre gauche. D'accord? Bien. Donc ça, c'est important. Élément de le noter. Alors, à la levée suivante, votre adversaire encaisse la dame de trèfle. Vous mettez un petit, l'autre met un petit. Vous mettez un petit du mort. Et il rejoue le valet de carreau. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la place de la dame de pique? Où est-ce qu'elle est, la dame de pique? Ouais, alors pourquoi? Donc elle est en S, pourquoi? Rappelez-vous ce qu'on a fait tout à l'heure. On a vu qu'il manquait 14 points dehors et votre adversaire de gauche a entamé du valet de trèfle. Donc ça fait plus que 13. Donc si jamais la dame de pique était à gauche, ça voudrait dire que Est avait contré un carreau avec 11. Bon, en principe, un carreau contre, ça promet l'ouverture. Hein. Bon, donc c'est presque impossible que la dame de pique soit bien placée. Alors le problème, c'est qu'il faut que vous montiez au mort pour faire l'impasse au valet de cœur. Ouais. Alors comment est-ce que vous allez procéder quand on vous rejoue le valet de carreau? Parce que vous pourriez être tenté évidemment de prendre de l'as de carreau, mais ça c'est un petit peu embêtant parce que ça va créer un blocage de vos carreaux. Donc la meilleure façon de monter au mort, ça serait plutôt de monter par le roi de pique. De toute façon, c'est pas grave de casser la fourchette roi-valet de pique, parce que de toute façon, vous n'allez pas faire l'impasse à pique, puisque vous savez qu'elle ne marche pas. Donc vous allez prendre le retour à carreau du roi de votre main. D'accord? Et maintenant, vous allez monter au mort avec le roi de pique, ce qui va vous permettre de faire l'impasse au valet de cœur. Vous êtes d'accord? Bon, mais comme prévu, elle marche et votre adversaire de gauche défausse. Ça va? Alors maintenant, vous allez encaisser le roi de cœur. Voilà. Et maintenant, comment est-ce que vous allez continuer? Bon, votre meilleur espoir, a priori, ça serait de trouver les carreaux 3-3. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la probabilité de trouver les carreaux 3-3? Alors, je ne sais pas, vous avez vu, vous êtes en tournoi par paire. Hein. Donc, en tournoi par paire, c'est très important. Ce n'est pas tellement de gagner 4 cœurs qui est important, c'est de faire le maximum de levées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un carreau contre? Alors, si jamais par hasard, ça coupe, parce que vous avez vu, on a eu un problème on a été limité à 100. Bon. Donc, ça veut dire que j'ai peut-être raté quelque chose dans la préparation de la conférence Zoom. Et il est donc possible que dans quelques minutes, ça coupe. Alors, à ce moment-là, si jamais ça coupe, je vais recréer une nouvelle réunion.
je mettrai un autre lien sur le site Amour du Bridge. Donc, si ça coupe, vous allez dans 5 minutes, 10 minutes, vous me laissez le temps de le faire quand même, vous retournez sur Amour du Bridge, il y aura un autre lien pour une nouvelle réunion, et à ce moment-là, on pourra reprendre le cours à ce moment-là. D'accord? Bon. Alors, donc maintenant, où est-ce que j'en étais? Oui, donc voilà, donc quand votre adversaire dit un carreau contre, ça veut dire qu'il a l'ouverture, qu'il est au moins 4-3 dans les majeurs, d'accord? Et en principe, qu'il est court à carreau, d'accord? On évite normalement de contrer un carreau avec des mains 4-3-3-3, par exemple, d'accord? Donc quand à la levée suivante, vous tirez la dame de carreau, regardez ce qui se passe. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il avait tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il avait joué à carreau? Voilà, il avait joué le valet, d'accord? Bon. Et donc, là maintenant, il vous met le 10, et donc, qu'est-ce que vous pouvez présumer qu'il possède? Alors, toujours pareil, vous pouvez le répondre par écrit. Ouais. Ouais, donc il y a Christine qui a donné la bonne réponse. Voilà. Donc, il est double-ton. On ne contre pas un carreau 4-3-3-3. Ou alors quand on a 15 ou 16 points à la rigueur, mais pas avec 12 ou 13. D'accord? Bon. Donc là, vous pouvez être pratiquement certain que votre adversaire de droite n'a plus de carreau. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez faire l'impasse au 9 de carreau, en jouant petit carreau pour le 8. Et sur l'as de carreau, vous allez jeter votre pique perdant. D'accord? Et là, donc, du coup, je vous ai mis les 4 jeux. Et comme ça, vous allez faire 4 cœurs plus 1. D'accord? Alors, vous allez voir, on va passer à la donne suivante et ça va créer une petite variante. Alors, hop, je sors de là. Alors, attendez, hop, que je me retrouve avec mon PowerPoint. Non, c'est pas celui-là. Où est-ce qu'il est mon PowerPoint? Voilà, c'est pas ça. On va afficher la deuxième donne quand même. Pas très loin. C'est pas possible pour que j'arrive pas à la voir. Alors, j'ai appelé Eric, le coiffeur. Ils sont partis de Polina à 6h du matin. Comment je dis? Mais bon. Pourquoi je l'ai pas? Nous, on est passé là-bas. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Trop facile à maîtriser. Hein. Bien. Et donc, je vous remets directement les 4 jeux avec la séquence parce qu'en fait, vous avez la même main qu'à la donne précédente et le mort est lui aussi exactement le même. D'accord? Et donc, la séquence d'enchères va être la même. Ça débute un carreau contre. Vous avez dit un cœur, passe, votre partenaire a dit 2 cœurs et vous avez conclu à 4 cœurs. Donc, pour l'instant, c'est exactement la même que la donne d'avant. Donc, on vous entame du valet de trèfle. Vous prenez 2 l'as. L'adversaire de droite met toujours le roi de trèfle. Et comme à la donne d'avant, vous jouez la dame de cœur. Mais simplement, la différence maintenant sur cette là, c'est que vous voyez, le 10 de cœur ne tombe plus. Bon, donc ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, évidemment, parce que ça veut dire que votre adversaire de droite, comme on sait qu'il a au moins 3 cartes à cœur, il lui reste forcément le valet et le 10. Donc, vous allez perdre 2 atouts. Vous êtes d'accord? Alors, l'adversaire encaisse toujours la dame de trèfle à la levée suivante. OK? Et cette fois-ci, il ne rejoue pas le valet de carreau comme il a rejoué tout à l'heure, il rejoue le valet de cœur. Le 10, on ne sait pas où il est. Alors, est-ce qu'il faut mettre une pied de 9? Alors, je vous laisse chercher un petit peu. 4, 8, 11. On prend et on le remet en main à cœur. Donc, je vous propose de mettre le roi, et votre adversaire de gauche défausse comme prévu. Donc, il vous reste le 10 de cœur à votre droite. Alors maintenant, la dame de pique, c'est exactement comme tout à l'heure. Vous êtes à peu près certain qu'elle est mal placée, hein, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Donc, vous pouvez espérer qu'il se passe le même miracle que tout à l'heure à carreau. D'accord? Donc, je vous propose d'encaisser le roi de carreau et la dame de carreau.
Mais là, malheureusement, vous voyez, tout à l'heure, il y avait le valet et le 10 qui étaient tombés. Donc, du coup, As-8, ça me permettait de faire l'impasse au 9. Mais là, malheureusement, cette fois-ci, il n'y a que le 5 et le valet qui tombent. Et donc, il reste encore le 10 et le 9 qui sont dehors. Et donc, du coup, vous n'avez plus la possibilité qu'on avait la donne d'avant de faire l'impasse au 9 de carreau. Alors, on ne sait jamais, des fois qu'il soit 3-3 quand même. Vous essayez Carreau. de jouer carreau pour l'As. Et évidemment, ça ne marche pas. Et votre adversaire de droite défausse. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va essayer de se sortir de là? On le remet en main à cœur. Alors, attention, je vous remets muet. Voilà. Essayez plutôt de répondre par écrit. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, cette fois-ci, comme vous savez qu'il reste le 10 de cœur à votre droite et qu'il n'a plus de carreau, eh bien, il suffit de le mettre en main au 10 de cœur. Voilà. Et maintenant, dans cette position-là, il va être obligé soit de vous rejouer pique et ça va filer vers roi-valet, soit de vous jouer couper des fausses. Bref, et alors à ce moment-là, il faudra faire attention, évidemment, il faudra jeter un pique de votre main et couper du mort. Vous êtes d'accord? Vous avez bien vu? Bon. Donc là, je vous mets les 4 jeux. OK? Ça va? Alors, que je retourne à mon PowerPoint. Alors, hop. Voilà. Ah, il ne veut pas me le laisser apparaître. Alors, c'est pas facile de gérer ça. Voilà. Hop. Voilà. Alors, donc donne numéro 3. Alors là, ça n'a plus rien à voir. Et votre adversaire de droite ouvre d'un trèfle. Alors, si vous avez vu sur le diagramme, là, vous êtes rouge contre vert. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme intervention avec cette main-là? Non, pas de volontaire? Alors, contre. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, ce qu'on appelle le contre toute distribution, d'accord? C'est quelque chose qui est utile quand on a une main qui est trop forte en point d'honneur pour faire une intervention à la couleur. Voilà. C'est-à-dire qu'une intervention à la couleur, c'est toujours prioritaire sur un compte d'appel. Donc, on ne fait un compte d'appel que quand on ne peut pas faire d'intervention à la couleur. Voilà. Et la raison principale pour laquelle on ne peut pas faire d'intervention à la couleur, c'est quand on a trop de points. Voilà. Donc, c'est des mains dont, au principe, au moins 18 ou 19 points d'honneur. Bon. Pourquoi? Parce que le danger, quand on a 18, 19 ou 20 points d'honneur, si on intervient à un pic, c'est que ça reste à un pic alors qu'on ferait la manche. Parce que votre partenaire a 5-6 points et qu'avec 5-6 points, sur une intervention à un pic, il va passer. Bon. Donc, du coup, dans ces cas-là, on contre et on nomme la couleur derrière. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure, parce qu'on a 14 points d'honneur. Donc, avec 14 points d'honneur, il y a très très peu de chances que si vous intervenez à un pic, ça reste à un pic. Parce que forcément, il y a des points qui se baladent. Voilà. Donc, soit c'est votre partenaire qui va parler, soit c'est les adversaires qui vont parler. Voilà. Mais, donc, il n'y a pas de danger. Donc, du coup, il n'y a pas d'intérêt à dire contre. Parce que le problème quand on dit contre, en se disant je vais annoncer ma couleur après, c'est que de temps en temps, les enchères montent très très haut et que du coup, on se retrouve à être obligé de nommer sa couleur à un palier qui n'est pas forcément très raisonnable. Donc, ce compte toute distribution, il faut vraiment le réserver aux mains qui ont au moins 18 ou 19 points H. Voilà, jamais en dessous. Alors maintenant, il y en a qui ont proposé de dire 4 piques. Alors, ça ne me plaît pas beaucoup. Alors, parce que on ne fait pas de barre. En fait, vous avez une main très forte, hein, vous avez une chicane, vous avez 2 As à côté de vos piques. Bon. Donc, si vous dites 4 piques, votre partenaire va croire que vous avez une ribambelle de piques et rien à côté. Et si jamais l'adversaire surenchérit, ça peut l'entraîner à prendre une décision malheureuse et à surenchérir, alors qu'en fait, les adversaires étaient déjà dans un contrat qui chute, du fait que vous avez quand même 2 As à côté des piques. Bon. Donc ça, c'est vraiment pas une main de barrage. Et puis en plus, bon, vous êtes quand même vulnérable, de temps en temps, votre partenaire, il n'a pas grand-chose d'utile pour vous, cingleton ou chicane pique, il y a les piques derrière, vous vous faites contrer à 4 piques et vous perdez 800 contre rien, parce que vous avez suffisamment de jeu
pour ne pas craindre a priori que vos adversaires gagnent une manche. Hein, c'est relativement peu probable. À Voilà. tout à l'heure, Donc, Luchou. ce n'est pas une main de barrage, ça. Vous voyez, bon. Donc, dans ces cas-là, avec ces jeux-là, il vaut mieux intervenir tranquillement à un pic et puis voir venir. Et puis, on va voir ce qui va se passer pour la suite. Donc, voilà, vous intervenez à un pic. Alors, voilà la suite. Alors, vous voyez, ça s'anime. L'adversaire de gauche dit 2 trèfles. Et votre partenaire dit 3 trèfles. Et l'adversaire dit 5 trèfles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que cette enchère de 3 trèfles de votre partenaire? Ça promet quoi, hein? Donc, le cubi de niveau de 3 en réponse à une intervention au palier de 1. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? Alors, fit, ouais, mais encore. C'est pas assez précis. 4e. Voilà, ça promet un fit 4e. D'accord? Voilà. Si votre partenaire a un fit que de 3 cartes, alors dans le système standard, il est prié de dire contre, qui ne promet pas le fit, et fitter derrière. Et sinon, il y a beaucoup de gens qui, dans ce genre de situation, jouent 200 atouts fittés aussi. Donc, du coup, l'enchère de 200 atouts voudrait dire qu'il a aussi un fit, mais de 3 cartes seulement. Bon. Et c'est très important de faire la différence entre les fits de 3 et les fits de 4. D'accord? Donc là, votre partenaire vous promet un fit de 4. Et là-dessus, l'adversaire de droite dit 5 trèfles. Bon. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, 11 H, c'est pas forcément 11 H. Hein, ça peut être 9 points d'honneur. Disons que c'est une main qu'il a trouvée trop belle pour dire 3 piques. Ce n'est pas forcément 11 points d'honneur. Hein, ça peut être 10, voire 9. Bon. Alors, la question dans ce genre de situation, quand on est donc en enchère compétitive à très très haut palier, comme ça, on est en train de se battre au niveau de la manche, hein, c'est toujours la même, c'est est-ce que ma main est plus utile à la tout pique ou est-ce qu'elle est plus utile à la tout trèfle? Bon, alors à votre avis, quand vous avez dit un pic, vous avez dit que vous en aviez 5. Bon, du coup, vous en avez 7. Donc c'est quand même 2 cartes à pique de plus que ce que vous avez promis. Votre chicane à trèfle, à votre avis, est-ce qu'elle est plus utile à la tout trèfle ou est-ce qu'elle est plus utile à la tout pique? À tout pique. Bon, évidemment, à la tout pique. D'accord? Bon. Donc, avec cette main-là, vous n'êtes même pas certain que 5 trèfles chutent à la limite, hein, parce que vos adversaires ont 10 ou 11 atouts. Pour peu qu'il y en ait un qui chicane pique, ce qui ne serait pas très surprenant quand vous en avez 11, oui, il vous reste vos 2 as, mais est-ce que vous êtes sûr de faire une autre levée? Ce n'est pas tout à fait certain. De temps en temps, les adversaires ont une chicane d'un côté, un cingleton de l'autre, et puis vous n'êtes même pas certain de faire chuter 5 trèfles. Bon. Alors que vous avez des bons espoirs de gagner 5 piques, d'autant plus que vous pouvez espérer que les points de votre partenaire vont plutôt pas être à trèfle, a priori. Hein. Bon. Donc, votre partenaire devrait logiquement avoir des points à pique ou à cœur ou à carreau, donc des points qui vont vous servir. Bon. Donc, du coup, ça paraît raisonnable de dire 5 piques. Hop. Et là-dessus, tout le monde passe sur 5 piques. Et votre adversaire entame du valet de trèfle, et voilà le mort qui s'étale. Donc, c'est un mort qui vous convient plutôt, puisque vous voyez que votre partenaire, comme on l'espérait, il n'a rien à trèfle dans votre chicane, donc ça c'est très bien, et il a tous les points qui sont des points de complément pour vous, puisque ça tombe dans vos couleurs. Voilà. Alors, votre contrat de 5 piques, il est plutôt pas mal, puisque vous n'avez pas de trèfle perdant, vous n'avez pas de pique perdant, et donc il va falloir limiter vos pertes entre les cœurs et les carreaux à 2 levées maximum. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. On coupe tous les trèfles, on joue à tout. Alors, je vous remets en muet, hein, toujours pareil, hein, je préfère que vous mettiez vos commentaires par écrit. Alors ça, c'est le genre de coup qui arrive quand même assez souvent, hein, à la table. Donc, c'est ce qu'on appelle un jeu d'impasse. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, si vous regardez bien, vous avez 3 impasses possibles. Vous avez l'impasse à la dame de carreau, donc qui consiste à jouer un petit carreau vers le valet. Vous avez l'impasse au roi de cœur, qui consiste à jouer un petit vers la dame. Et vous avez une 3e impasse, qui est l'impasse au valet de cœur, qui est de jouer un petit vers le 10. Alors, vous avez donc une première ligne de jeu qui consiste tout simplement à tenter les 3 impasses. C'est-à-dire que vous entamez bref, vous coupez, vous enlevez les atouts, bon, très bien, et puis vous tentez vos impasses, les unes après les autres. Alors vous jouez cœur pour la dame, par exemple. Si ça rate, vous rejouez cœur pour le 10. Si ça re-rate, vous avez encore la possibilité de jouer petit carreau pour le valet.
Hein, donc, vous avez 3 possibilités d'impasse. Et c'est vrai que chuter 5 piques en jouant comme ça serait quand même pas très chanceux parce que ça veut dire que vous avez raté les 3 impasses. Bon, pas vénère. Hein, bon. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que je ne peux pas améliorer encore un petit peu mes chances? Est-ce que vous savez comment ça s'appelle ces couleurs-là, les cœurs et les carreaux? C'est des couleurs qui ont un nom. Non, miroir, ça veut dire qu'on a le même nombre de... Alors, effectivement, les couleurs sont miroirs, on a le même nombre de cartes de chaque côté. Mais ce n'était pas ça que je voulais vous dire. Alors, troué, ça s'approche. Ça a un nom technique. Hein, Une couleur trouée, ça a un nom. Ça s'appelle d'une façon. Qu'est-ce que vous connaissez comme objet qu'on utilise dans la vie qui est pleine de trous? Voilà, une passoire. Voilà. Donc, les cœurs et les carreaux, c'est ce qu'on appelle des passoires. Donc, les passoires, c'est des couleurs qui sont faites de telle façon que le camp qui joue la couleur en premier est désavantagé par rapport au camp qui attend. Alors, il y a une différence entre les cœurs et les carreaux. C'est que les carreaux, ça n'est une passoire que contre Est. C'est-à-dire que si Est joue carreau, vous êtes sûr de faire 3 levées parce que ça va venir vers Roi-Valet. Par contre, si c'est Ouest qui joue carreau, ça ne vous amène rien. Parce que ça revient à faire l'impasse. Vous voyez? Bon, parce que si vous mettez le 4 du mort, l'adversaire mettra le 9 ou le 10 ou le 8, et puis vous prendrez de l'as et ça ne vous aura rien amené. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle une passoire orientée, c'est-à-dire qu'elle n'est vraiment efficace que contre un seul adversaire. Alors que les cœurs, c'est une impasse qui fonctionne contre vos 2 adversaires, et quelle que soit la place du roi, et quelle que soit la place du valet. C'est-à-dire que si n'importe lequel de vos adversaires joue cœur, d'accord, vous êtes certain de faire 2 levées. Alors regardez bien. Imaginons que Est joue cœur. Il joue un petit. Il suffit que vous mettiez un petit en seconde, donc le 3. Et là, si le roi apparaît à gauche, ça vous libère la dame pour tout à l'heure. Si le roi n'apparaît pas à gauche, vous faites la levée avec la dame. Donc vous voyez bien que dès que Est joue cœur, quelle que soit la place du roi, vous êtes sûr de faire 2 levées. Et si c'est Ouest qui joue cœur, ça marche aussi. Il suffit de mettre le 6 du mort, et là, de 3 choses l'une. Votre adversaire, il veut mettre le roi, le valet ou un petit. S'il met un petit, vous faites la levée avec le 10. S'il met le roi, vous prenez et vous ferez la dame. Et s'il met le valet, vous prenez de l'as. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire tomber le roi avec ce qui vous reste, c'est-à-dire la dame et le 10. D'accord? Donc, les cœurs, c'est une passoire à 100%. C'est-à-dire que dès que vos adversaires jouent cœur, n'importe lequel des deux, quelle que soit la place du roi, quelle que soit la place du valet, vous êtes sûr de faire 2 levées, donc de n'en perdre qu'un. Donc l'idée, ça va être d'obliger vos adversaires à jouer cœur. Parce que cœur, c'est mieux pour nous que carreau. Vous voyez? Parce que la passoire à carreau, elle marche que contre un seul des deux. Elle ne marche pas contre les deux. Donc du coup, l'idée, ça va être d'obliger vos adversaires à jouer cœur. Alors pour ça, évidemment, comme ils ne vont pas le faire spontanément, il faut leur interdire de jouer autre chose. Et le autre chose, c'est trèfle. Parce que tant qu'il y a des trèfles au mort, vos adversaires peuvent jouer trèfle sans que ça vous amène rien. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est éliminer les trèfles du mort pour faire en sorte que vos adversaires ne puissent plus jouer trèfle sans que ce soit devenu couper des fosses. D'accord? Bien. Alors, comment on va procéder? On va utiliser les reprises qu'on a au mort à l'atout pour aller couper les trèfles pour pouvoir tout éliminer. Alors, on va y aller. Regardez. Donc, entame trèfle. Hop, vous mettez un petit du mort, il met de l'as et vous coupez. Vous jouez un petit pic pour le 9. Les deux adversaires fournissent un pic, donc il n'y a plus d'atout dehors. Et maintenant, vous coupez le trèfle. Vous coupez un trèfle du mort. Alors, très important, les coupes à trèfle, c'est des coupes de la main longue. Hein. Donc, en elles-mêmes, elles ne servent à rien. C'est-à-dire qu'elles ne vous amènent pas de levée en elles-mêmes. D'accord? Vous coupez avec des atouts que vous auriez fait de toute façon. Hein. Alors, est-ce qu'il y a ma souris? Voilà. Alors maintenant, vous êtes donc dans votre main. On va donc remonter au mort à pic. Et on va aller couper le dernier trèfle. Voilà. Et donc, du coup, vous voyez que ces 3 coupes n'ont servi en elles-mêmes à rien. Elles ont juste fait le ménage. Attention au micro. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, vous n'avez plus de trèfle, ni au mort, ni chez vous.
qui fait que si vos adversaires prennent la main, ils ne peuvent plus jouer trèfle sans que ce soit devenu couper des fausses. Et donc, à ce moment-là, c'est forcément votre 11e levée qui tombe tout court. Bien. Alors maintenant, il faut donc qu'on remette les adversaires en main. Bien. Alors, si vous faites l'impasse à carreau et qu'elle rate, vos adversaires ils vont prendre la dame de carreau, ils vont rejouer carreau. Et c'est eux qui vont vous mettre en main. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors non, pas l'impasse au roi de cœur en premier. Donc ça ne marche pas. Si vous faites une impasse, en fait, les adversaires, ils vont prendre la levée et ils vont rejouer la même couleur que vous. Vous voyez ? Donc, si vous jouez cœur pour la dame, par exemple, l'adversaire prend du roi puis rejoue cœur. Ouais. Voilà. Donc, on va. En fait, le valet de carreau, c'est ce qu'on appelle un leurre. C'est-à-dire, c'est une carte qui vous entraîne sur une fausse piste. Vous voyez ? Le valet de carreau, il ne sert à rien, en fait. Si on avait le 2 à la place, ça serait plus simple. Vous voyez ? Donc, on va donner la main aux adversaires à carreau. Alors, regardez. Vous jouez As-Roi de carreau. D'accord ? Et maintenant, carreau. Voilà. Clac. Donc, alors j'ai mis la dame des deux côtés parce que je ne sais pas où est la dame de carreau. Donc, il y a un des deux adversaires qui va prendre de la dame de carreau, peu importe lequel. Ouais. Et maintenant, on va se retrouver dans une position. Je vous ai mis les 4 jeux, voilà, c'est ça que je ne voulais pas voir, où vos adversaires vont être obligés d'attaquer les cœurs à votre place, parce qu'ils ne peuvent plus jouer carreau, c'est couper des fausses, ils ne peuvent plus jouer trèfle, c'est couper des fausses, puis qu'ils n'en ont plus depuis 3 heures, donc ils vont être obligés d'attaquer les cœurs. Et dès qu'ils attaquent les cœurs, eux, vous êtes sûr de n'en perdre qu'un. D'accord? Ça vous va? Vous avez bien vu? Alors, hop. Voilà. Alors, on va remettre la donne suivante. Hop. Cache là, c'est un peu fastidieux. Voilà. Et voilà. Alors, tiens, ça ressemble bizarrement à la donne précédente. D'accord? Alors, vous avez la même main et les enchères se sont passées de la même façon. Donc, vous êtes, pour les mêmes raisons, arrivé au contrat de 5 piques. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais le mort est légèrement différent de la donne d'avant. C'est-à-dire que cette fois-ci, il n'y a plus que 2 trèfles au mort et il y a un carreau de plus. Oui. Alors là, je vous ai mis la donne d'avant pour vous montrer le principe. Celle-là, elle est beaucoup plus difficile. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc, je vais vous laisser chercher un petit peu. Donc, ça va être un petit peu la même idée, mais pas tout à fait. Parce que, si vous regardez bien les deux jeux, si on joue comme à la donne d'avant, d'accord ? C'est-à-dire, je coupe l'entame à trèfle, je monte au mort à pique, je coupe l'autre trèfle, et j'essaie de remettre mes adversaires en main à carreau. Et donc, je joue roi de carreau, as de carreau et carreau. Ça va marcher dans plein de cas. Ça va marcher si la dame de carreau est seconde, parce que, évidemment, je ne perdrai pas de carreau. Ça va marcher si la dame de carreau est bien placée, parce que du coup, mon adversaire va être obligé de prendre de la dame de carreau au 3e tour, et ça va libérer mon valet, ce qui me permettra de défausser un cœur. Ça va marcher aussi si les carreaux sont 3-3, parce que du coup, je vais libérer le 13e carreau. Mais imaginez que les carreaux soient 4-2, avec la dame 4e derrière roi valet. Donc là, ça ne va pas marcher, parce que quand je vais jouer roi de carreau, carreau pour l'as et carreau, il va prendre mon valet avec la dame, et il va rejouer lui-même le 4e coup de carreau. D'accord ? Alors, je pourrais couper ce 4e coup de carreau, mais du coup, je vais me retrouver obligé d'attaquer les cœurs moi-même. Vous voyez ? Et donc, je pourrais faire l'impasse à cœur, en jouant petit vers la dame, et puis, si ça rate, je pourrais faire l'impasse au valet de cœur. Mais vous voyez que je n'ai pas une ligne de jeu à 100%, vous voyez, contrairement à la donne d'avant. J'ai une ligne de jeu à beaucoup de pourcents, parce qu'il faudrait quand même beaucoup de malheur pour que je chute en jouant comme ça. Parce qu'il faut les carreaux pas 3-3, la dame pas seconde et mal placée. Et après, le roi de cœur mal placé, le valet de cœur mal placé. Il y a quand même beaucoup de malheurs consécutifs. D'accord ? Mais vous voyez que je n'ai pas une ligne de jeu à 100%. Alors, on va essayer de la trouver, cette ligne de jeu à 100%. Vous voyez l'idée un petit peu de comment ça va se passer. C'est toujours un peu l'idée d'élimination mise en main, mais celle-là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Et je vous la montre parce qu'elle est tellement belle que ça vaut le coup de voir de temps en temps des donnes difficiles comme ça pour voir à quel point ça peut être beau, le bridge. Bravo, Martine.
Alors, enlever Z. Waouh! Bravo! Donc, alors, As-Roi de carreau et carreau, hein, ça c'est l'idée qu'on a vue tout à l'heure, c'est une bonne ligne de jeu. Hein. Je coupe le trèfle et je joue As-Roi de carreau et carreau. Ça c'est une bonne ligne de jeu, hein, je répète. Elle va échouer que très très rarement, mais elle n'est pas tout à fait à 100%. Alors qu'il y en a une qui est à 100%. Il y en a qui l'ont trouvé. Ouais, bravo. Hein. 5 carreaux sous les trèfles. Alors, regardez. Donc, entame trèfle. Vous coupez. On se retrouve là. Vous jouez 2 cours d'atout parce que les atouts sont cette fois-ci sont 2-0, alors que d'avant ils étaient 1-1. Et maintenant, au lieu de couper le trèfle, regardez ce qu'on va faire. On va encaisser As-Roi de carreau. D'accord? Alors déjà, si par hasard la dame était seconde, ça serait déjà gagné. Vous êtes d'accord? Et maintenant, je joue trèfle du mort. Mes adversaires vont mettre un trèfle chacun. Et là, au lieu de couper, je défausse mon carreau. Alors, ce coup de trèfle, je ne sais pas qui prend la main. Est-ce qu'il est à gauche ou est-ce qu'il est à droite? J'en sais rien. Alors, on va regarder tous les cas de figure possibles. Imaginons que la levée de trèfle soit faite par mon adversaire de gauche. Alors, qu'est-ce qu'il rejoue maintenant qu'il est en main? Si je joue trèfle, c'est couper des fausses. Je coupe du mort, je jette un cœur de ma main et on n'en parle plus, j'ai gagné. Si je joue cœur, on en revient à la position de la donne d'avant. Automatiquement, je ne perds qu'un seul cœur. Donc j'ai gagné. D'accord? J'aurais donné un trèfle et un cœur. Donc si je joue trèfle, j'ai gagné. Si je joue cœur, j'ai gagné. Et si je joue carreau, alors dehors à ce stade-là, comme j'ai tiré As-Roi de carreau, il ne reste plus que 2 carreaux dehors. Il reste la dame et le petit. D'accord? Si je joue la dame de carreau, je coupe et mon valet est bon. Et si je joue le petit carreau, je mets le valet. Si la dame arrive, je coupe et mon carreau est bon, parce que ce sera le 13e. D'accord? Et si la dame n'arrive pas, mon valet fait la levée. Ouais. Donc vous voyez bien que si la main est à gauche, dans tous les cas de figure, j'ai gagné. Il joue trèfle, c'est couper des faux, j'ai gagné. Il joue cœur, il m'attaque la passoire, j'ai gagné. Et il joue carreau, il me libère automatiquement le carreau du mort. Vous êtes d'accord? Donc si la main est à gauche, il ne peut plus rien faire. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe si la main est à droite. Alors si la main est à droite, si je joue trèfle, c'est couper des fausses. Donc j'ai encore gagné. Si je joue cœur, je laisse filer vers ma dame, automatiquement, je fais la levée de la dame de cœur, j'ai encore gagné. Et si je joue carreau, ben c'est pareil. Si je joue la dame de carreau, je coupe, et mon valet de carreau est bon. Et si je joue petit carreau, qu'est-ce que je fais? On a fait le plus dur. Hein. Voilà, je défausse un cœur, et soit il n'y a plus de carreau à gauche et le valet fait la levée, soit la dame de carreau arrive à gauche, mais du coup, mon valet de carreau est bon, et je pourrais défausser mon deuxième cœur sur le valet de carreau plus tard. Vous avez vu? Bien. Alors, une chose importante aussi, donc bon, on n'a pas été coupé, ça c'est la bonne nouvelle. Tout à l'heure sur le site, donc dans le même article que celui où vous avez été chercher le lien, je vous mettrai les donnes hein, sur papier, hein, sur PDF en fait. Hein, voilà. Donc vous pourrez les regarder, les imprimer et les re-regarder, les retravailler, etc., autant de fois que vous voulez. Hein. Vous aurez un support de cours si vous voulez. Hein. D'accord? Voilà. Alors, on va remontrer les 4 jeux. Voilà. Et donc, vous voyez qu'en jouant comme ça, vous avez réussi à jouer votre contrat de 5 piques à 100%. C'est un coup que je trouve absolument magnifique. Hein. Je ne sais pas si vous avez... vous le regarderez bien, vous verrez que c'est... Et à la table, c'est très difficile de trouver ça, hein, franchement. Alors, hop, on va passer à la suivante. C'est au-dessus de moi, ça. Je la retrouve. J'ai tellement de choses sur mon écran. Voilà. OK. Voilà. Et on regarde. Alors. Qu'est-ce que j'ai fait? Un cœur, un pic, 2 carreaux. Oui, je connais ça. D'accord. 3 carreaux. Qu'est-ce que je peux dire?
Tiens, c'est bizarre ça. Attends, juste un petit souci. Ah oui. Dès que je parle, c'est indiqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein, quand je parle, il y a marqué Bruno. Non. Ouais. Ah, mais aussi. J'ai mis mute. Mute, c'est vrai. Mute, c'est vrai. Bon, c'est pas la donne que j'avais prévue, je sais pas ce que j'ai fichu. Ah oui, si, ça y est, j'ai compris. Ok, d'accord. Ça y est, je me rappelle. Alors, donc, vous êtes en sud toujours, vous avez ouvert d'un cœur, votre partenaire vous a répondu un pic. Avec vos 15 points, vous avez dit 2 carreaux, donc bicolore économique qui va de 12 à 18. Et là-dessus, votre partenaire a dit 3 carreaux. Alors, première question que je vous pose, est-ce que cette enchère de 3 carreaux est forcing? Non. Bon. Politesse, oui. Voilà, bon, donc j'ai eu plein de bonnes réponses. Voilà, donc c'est une enchère de 3 carreaux qui est non forcing. Alors, c'est pas toujours évident de s'y retrouver parce que si elle avait été faite avec un saut, classiquement, elle l'est. Vous voyez. Là, elle n'est pas forcing parce qu'il n'y a pas de saut. Elle serait forcing aussi si le partenaire avait répondu au palier de 2. Un cœur 2 trèfles, par exemple. 2 carreaux, 3 carreaux, c'est forcing. D'accord. Mais pas après une réponse au palier de 1. Donc là, quand votre partenaire dit 3 carreaux, bon, il a un fit à carreaux, évidemment, et grosso modo, plus ou moins une dizaine de points. Hein. Bon. Alors, ça dépend un peu de la longueur de son fit. Hein. Voilà. Bon, s'il n'a que 4 cartes à carreaux, il doit au moins 9 ou 10 points d'honneur. S'il a 5 ou 6 cartes à carreaux, évidemment, il peut descendre en nombre de points. Bon. Alors, donc dans ce genre de situation, si vous pensez que vous avez une main plutôt banale et plutôt minimum, bah, vous passez sur 3 carreaux. Et puis si vous pensez que vous avez une belle ouverture, donc à ce moment-là, bah, vous acceptez la proposition de manche et vous reparlez sur 3 carreaux. Dès lors que vous reparlez sur 3 carreaux, vous allez normalement créer une situation forcing de manche. Hein. Bon. Alors, quelles sont les deux actions principales que vous pouvez faire sur 3 carreaux? C'est quoi les deux enchères? Alors, pas avec cette main-là, hein, je parle en général, hein, que sur 3 carreaux, quelles sont les 3 enchères d'ailleurs, principales que vous avez? C'est 3 cœurs, 3 piques et 300 atouts. D'accord? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si vous dites 300 atouts? Je tiens les cœurs et les... Qu'on tient les trèfles. Que vous tenez les trèfles. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire si vous dites 3 piques? Qu'on a 3 cartes à pique. On a 3 cartes à pique pour éventuellement récupérer un fit 5-3 parce que votre partenaire, il ne peut pas tout annoncer, donc il peut très bien avoir 5 piques. Hein. S'il a 5 piques et 4 carreaux, il va dire 3 carreaux. Bon. Donc, c'est les deux enchères principales. Et puis, il reste 3 cœurs. Alors, votre partenaire, quand il fait cette séquence-là, donc il vous a fité à carreau, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'a pas de fit à cœur. Il n'a certainement pas 3 cartes à cœur. Mais il peut en avoir 2. Donc, du coup, l'enchère de 3 cœurs, on va l'utiliser soit quand on en a 6, évidemment, d'accord, soit quand on en a que 5, mais qui sont suffisamment beaux pour envisager de jouer en 5-2, et qu'on ne peut pas dire 300 à tout parce qu'on n'arrête pas les trèfles. D'accord? Et donc, là, c'est ce qu'on va faire sur cette main-là. C'est vrai qu'on n'a que 5 cœurs, mais d'un côté, on a quand même 15 points d'honneur. Donc, on n'a pas envie de passer sur 3 carreaux. On n'a pas envie de jouer 5 carreaux non plus, parce que 5 carreaux, il y a 11 levées à faire. Et sans 5 lotons, bon, c'est pas souvent une bonne idée. Et donc, la meilleure enchère, c'est de dire 3 cœurs. Il n'y en a que 5, mais As-3 valait 19. Hein. C'est-à-dire que même si votre partenaire a 2 petits cœurs, ça vous fournit un atout quand même de qualité tout à fait présentable. Bon. Donc, vous dites 3 cœurs, et là-dessus, votre partenaire dit 4 cœurs. Et donc, logique avec vous-même, vous passez. Votre adversaire de gauche entame de l'as de trèfle, et voilà le mort qui s'étale. Alors, qu'est-ce que vous pensez de votre contrat de 4 cœurs? Est-ce qu'il vous plaît ou est-ce qu'il ne vous plaît pas? Bah oui. Par rapport aux autres manches possibles. Bah si. Bah ouais, c'est vachement bien. Vous voyez bien que c'est clairement la seule manche qui a une chance. C'est-à-dire qu'au contrat de 300 atouts, Bon, on prend tous les traits. en plus, après le début de séquence, vos adversaires, ils ont quand même peu de chances de rater l'entame à trèfle. Hein. Un cœur, un pique de carreau. Bon, donc l'entame à trèfle, elle va fuser quoi qu'il arrive. Bon. Et donc, les trèfles, même dans l'hypothèse où il serait 4-4, vous perdez quand même avant de partir 4 levées de trèfle et l'as de pique. Donc 300 atouts, c'est quasiment 0%. 5 carreaux, c'est encore pire. Parce que là,
pareil, l'entame à trèfle est inratable, donc vous perdez forcément 2 levées de trèfle et au moins une levée de pique avant d'avoir eu le temps de dire ouf. Bon. Donc, le contrat de 4 cœurs est la seule manche qui vous donne une chance de gagner. Bien. Alors, au niveau des levées que vous allez faire, qu'est-ce que vous pouvez compter comme levée 9, maîtresse? 5 et 4, 9. Voilà, vous avez 5 levées de cœur et 4 levées de carreau. Ça fait 9. Bon. Alors, 9, évidemment, c'est pas assez, il en manque une. Alors, cette levée, elle est où? À pique. Alors, est-ce qu'elle est à trèfle? Non. Non. Est-ce qu'elle est à carreau? Non. Non, vous avez déjà compté 4 levées de carreau, vous n'en ferez pas 5. Hein. Bon. Et est-ce qu'elle est à cœur? Ah non. Ben non plus, parce que vous n'avez pas de coupe de la main courte, hein, donc vous ne ferez jamais mieux que 5 levées de cœur. Bon. Donc, 5 levées de cœur et 4 levées de carreau, ça fait 9. Votre 10e levée ne peut être qu'à pique. Bon. Et donc, il va falloir que vous jouiez pique vers le mort et vers roi-valet et ce qu'on appelle passer la bonne. D'accord? Bon. Sachant que s'il y a as-dame de pique à votre gauche, il n'y a pas de mauvaise, vous êtes sûr de faire une levée de pique. S'il y a as-dame de pique à votre droite, il n'y a pas de bonne, vous êtes sûr de ne pas en faire. D'accord? Et là où c'est amusant, c'est quand il y a un honneur à pique de chaque côté. Vous voyez? Donc, soit l'as à gauche et la dame à droite, soit la dame à gauche et l'as à droite. Et donc là, quand vous jouez pique vers le mort, en imaginant que votre adversaire de gauche mette un petit, évidemment, si vous met l'as sous la dame, ça vous aide. Hein. Et si vous met un petit, il faut passer la bonne. Alors, d'un point de vue purement mathématique, c'est kiff-kiff bourricot. C'est-à-dire qu'il y a autant de chances mathématiques d'avoir l'as de pique à gauche et la dame à droite que l'inverse. D'accord? Mais d'un point de vue humain, ce n'est pas vrai. Alors, pourquoi? Pourquoi ce n'est pas équivalent? Voilà. Et au bridge, on ne joue pas contre des robots inhumains. Au bridge, on joue contre des êtres humains. Et des êtres humains faillibles. Quand vous jouez pique de votre main, votre adversaire de gauche, d'accord, il ne sait pas combien de piques vous avez. Ouais. Imaginez qu'il est l'as. De quoi il va avoir peur? De temps en temps. Singleton. Que vous ayez 5 piques. D'accord. D'accord. Et s'il ne met pas son as de pique, et que vous Il mettez en le fait roi du mort, eh ben vous voyez que son as de pique, il ne le fait plus. Ouais. Donc, ça veut dire que lorsque votre adversaire de gauche possède l'as de pique, il a un problème. Quand le jour où vous jouerez pique, son problème, c'est est-ce que je mets l'as ou est-ce que je mets petit? Alors, est-ce qu'il va le mettre ou est-ce qu'il ne va pas le mettre? J'en sais rien. Mais de temps en temps, il va le mettre. D'accord? Maintenant, prenez le cas où il a la dame. Mettez-vous à sa place. Vous avez la dame de pique, 3e, 4e, 5e, peu importe. D'accord? Et le déclarant joue un petit pique vers roi-valet. Est-ce que ça vous vient à l'idée, un quart de seconde, de mettre la dame? Non. Évidemment que non. Ça n'a aucun sens. D'accord? Bon. Donc, dans 100% des cas, que vous soyez débutant complet, vous jouez au bridge depuis une semaine, ou que vous vous appeliez Jeff Mextrot, qui a 6 ou 7 titres de champion du monde, dans tous les cas, si vous n'avez que la dame de pique, vous mettez un petit. Ouais. Donc, dans 100% des cas où vous avez la dame de pique, vous mettez un petit. Par contre, quand vous avez l'as, vous ne mettez pas toujours un petit. Vous mettez, de temps en temps, vous mettez l'as. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, conclusion, lorsque vous voyez, vous, en tant que déclarant, un petit arriver, eh ben, votre adversaire, il a plus souvent la dame que l'as. Est-ce que vous avez compris le raisonnement? Parce que s'il avait eu l'as, eh ben, de temps en temps, il aurait mis son as. Ouais. Donc, mettons, alors, je sais pas, je vais simplifier, mettons, il met son as une fois sur deux, hein, pour simplifier le débat. Et bien, du coup, quand vous allez, les 50% des cas où il a la dame, il met toujours un petit. Et puis, dans les 50% des cas où il a l'as, la moitié du temps, il met l'as. Donc, quand il met un petit, c'est que la moitié des cas où il a l'as. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, ben, il y a 2 chances sur 3 qu'il ait la dame et une chance en 3 qu'il ait l'as. Ouais. Si on considère qu'il met son as une fois sur 2. Bon. Alors ça, après, c'est compliqué. Et de toute façon, quel que soit le pourcentage de cas où il met son as et le pourcentage de cas où il ne le met pas, de toute façon, ce n'est pas 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a plus de chances qu'il possède la dame que l'as. Donc, quand vous jouez vers roi-valet comme ça, et que votre adversaire de gauche met un petit, sans hésiter, évidemment, s'il hésite 2 heures avant de mettre petit, bon, bah, il dévoile qu'il a l'as. Bon. Donc, à ce moment-là, le mieux, c'est de mettre le valet. Vous êtes d'accord? Bon. Alors maintenant,
Donc, le jour où je vais jouer pique, je jouerai pique, et si on met un petit, je mettrai le valet. Bon. Un peu plus de chance que de mettre le roi. Alors maintenant, il faut que j'établisse mon timing. D'accord? Alors, quel est le problème principal des coups quand on joue à 7 atouts? C'est quoi le principal problème d'un déclarant quand il n'a que 7 atouts? Alors, crainte du cingleton. Du cingleton à quoi? À cœur. Alors, oui, alors, si les atouts sont 5-1, je suis déjà mal parti. Hein. Il y en a un qui est cingleton à cœur, et il y en a un donc, qui a 5 atouts. Ça risque de mal se passer. Hein. Voilà. C'est le Voilà. cingleton, la crainte du cingleton à pique tout à l'heure. Ah, mais alors là, le cingleton à pique, non, parce que mon adversaire de gauche. Non, mais, Je répondais non, à ta mais question sur on va se faire raccourcir. Ah, c'était la donne d'avant. Ah, pardon. Ok, d'accord. Pardon. Donc, du coup, voilà, le problème des coups à 7 atouts, c'est de se faire raccourcir. C'est-à-dire que l'adversaire vous oblige à couper. Ouais. Et comme vous n'avez qu'un seul atout de plus que les adversaires au départ, bah, dès que vous en perdez on un, redonne qui la vous main. oblige à couper, vous commencez à vous sentir à l'étroit parce que vous vous retrouvez avec le même nombre d'atouts que vos adversaires. Bon. Et pour peu qu'ils soient mal partagés, ça commence à se gâter. Bon. Et donc, le problème là, c'est que comment ça va débuter le coup vos adversaires, il est très probable qu'ils vont jouer trèfle, 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 trèfle jusqu'à plus neuf. Et donc, du coup, les deux premières levées de trèfle, bon, vous allez les perdre. Et puis le troisième coup de trèfle, vous êtes obligé de couper. Parce que si vous ne coupez pas, bah, ils font les 3 premières levées de trèfle plus l'as de pique. Donc déjà, vous êtes déjà chuté avant de partir. Donc, vous allez être obligé de couper ce troisième tour de trèfle. Hein, on va faire les premières levées. Donc, as de trèfle, roi de trèfle et trèfle. Voilà. Et là, vous êtes donc obligé de couper. Et maintenant, vous n'avez plus que 4 atouts. Bon. Alors, vos adversaires, des atouts, ils en ont 6. OK ? Quelle est la répartition la plus probable de 6 cartes? Les 3-3, 4-2, 5-1 ou 6-0. Parmi les 4 répartitions possibles, quelle est la plus probable des 4? 4-2. Voilà, c'est 4-2. Hein. 4-2, c'est grosso modo quasiment une chance sur 2, alors que 3-3, c'est un tout petit peu plus qu'une chance sur 3. Et puis 5-1, 6-0, c'est les miettes qui restent. Bon. Donc, le problème, c'est que donc, vous allez très souvent tomber sur un partage 4-2 des atouts. Et donc, si vous jouez les atouts maintenant, d'accord? Alors, s'ils sont 3-3, tout va bien, parce que 3 tours vous suffiront pour enlever les atouts, il vous en restera un. Mais imaginez que les atouts soient 4-2. Si vous donnez 4 tours d'atouts, ben vous n'avez plus d'atouts. Ouais. Et quand vous allez jouer pique pour essayer de libérer votre 10e levée, ben vos adversaires, comme ils ont l'as de pique, ils peuvent prendre la main. Et pour peu qu'il reste du trèfle dans la main de l'as de pique, eh ben, ils pourront faire un trèfle que vous ne pourrez plus couper parce que vous n'aurez plus d'atout. Ouais. Et puis si vous donnez que 3 tours d'atout seulement, c'est pas mieux, parce que du coup, il restera un atout dehors. Et quand vous jouerez pique, ils prendront de l'as, ils rejoueront trèfle pour vous obliger à couper encore une fois de votre dernier atout, alors qu'il restera encore un atout dehors, et que donc automatiquement, vous perdrez cet atout. Vous voyez? Bon. Alors, comment est-ce qu'on va essayer de lutter contre ça? On joue pique tout de suite. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'on joue pique avant. Alors, à quoi ça sert de jouer pique avant? C'est qu'on garde les atouts du mort. Vous voyez? Et la petite dame de cœur, là, elle va nous servir, c'est ce qu'on appelle un policier d'atouts. C'est-à-dire qu'elle va monter la garde contre les trèfles. Vous voyez? Si vous enlevez les atouts des adversaires, vous enlevez les atouts du mort par la même occasion. Donc, si on vous joue trèfle, vous ne pouvez couper que de votre main. D'accord? Alors que là, si vous jouez pique d'abord, mettons que vos adversaires prennent de l'as de pique. S'ils jouent trèfle à ce stade, vous pouvez couper de la dame. Et du coup, vous conservez vos 4 atouts dans votre main, ce qui vous permettra d'enlever les 4 atouts de celui de vos adversaires qui en a 4. D'accord? Donc, vous gardez la protection des trèfles par les atouts du mort, et en particulier la dame de cœur qui vous permet de couper gros pour être sûr de ne pas être surcoupé. Et du coup, vous gardez le contrôle de la donne. D'accord? Donc, ça veut dire que vous devez jouer pique pour trouver votre 10e levée, et il faut le faire maintenant, tant que les atouts du mort vous protègent des trèfles. Vous êtes d'accord? Donc, à la levée suivante, vous jouez un petit pique, votre adversaire met un petit, et donc, d'après tout le raisonnement qu'on a fait tout à l'heure, vous mettez le valet, d'accord? C'est pas à 100%, bien sûr, mais c'est une meilleure chance que de mettre le roi. D'accord? Voilà. Du fait que votre adversaire de gauche, s'il avait eu l'as de pique, il l'aurait peut-être mis. D'accord? Voilà. Donc, vous mettez le valet de pique, et comme c'est une donne préparée, ça marche. D'accord? Bon, évidemment, dans la vraie vie, tu mets la dame, ça c'est sûr. Voilà.
Mais oui, toujours comme ça. Bon, mais dans les données préparées, ça fonctionne puisqu'on a fait en sorte que ça marche. Voilà. Et donc voilà les 4 jeux. OK? Voilà. Et vous avez gagné votre contrat de 4 cœurs qui était la seule manche qui vous donnait une chance de gagner. Alors, hop, que je récupère la donne suivante. Hop. Alors, je ne savais pas trop combien de donnes on allait faire. Je m'aperçois qu'on joue un petit peu plus vite que quand je fais mes cours habituels, parce qu'évidemment, on n'a pas besoin de préparer les cartes, etc. etc. Bon. Donc, là, j'avais préparé que 6 donnes pour aujourd'hui. Donc, pour les semaines qui vont venir, donc les cours qui vont commencer, donc vraiment les vrais, entre guillemets, la semaine prochaine, j'en mettrai 8. Hein, comme ça, voilà. Bon, d'un autre côté, c'est vrai que c'est peut-être plus intense aussi qu'un cours en réel. Donc peut-être que 2 heures, c'est peut-être long, je ne sais pas. Bon, on va tester un petit peu tout ça. Hein, c'est comme c'est un peu nouveau pour moi, hein, je n'ai jamais fait ça non plus. Éventuellement, vous pourrez me donner votre ressenti par mail. Hein. Donc, vous pouvez m'envoyer vos mails à l'adresse de Promobridge. Donc c'est promobridge@orange.fr. Donc Promobridge tout attaché @orange.fr. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mot pour me dire comment vous avez ressenti, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, hein, pour qu'éventuellement moi j'essaie d'améliorer un petit peu les choses. Voilà. Alors donc la donne 6. Donc du coup je ne sais plus du tout ce que c'est. Alors c'est pas grave, on va la découvrir en même temps. Vous êtes donc en sud, vous avez 14 points, vous êtes rouge contre vert, vous êtes en match par 4, comme c'est marqué, et votre adversaire de droite ouvre d'un trèfle. Alors, qu'est-ce que vous me proposez comme enchère? Ouais. Passe. Passe. Bon. Pour l'instant, tout le monde a l'air d'être d'accord. Voilà, bon, c'est bien. Alors ça, c'est une erreur que je vois. Ah, voilà, bon, il fallait bien qu'il y en ait quand même. Hein. Bon. C'est une erreur que je vois très très souvent commise. Parce que on dit, pour contrer d'appel une ouverture mineure, donc un trèfle ou un carreau, on vous dit, il faut l'ouverture, très bien, je l'ai, et il faut être 4-3 ou 4-4 dans les majeurs. Bien. Donc ça, c'est vrai, mais c'est une condition nécessaire. Mais ça n'est pas une condition suffisante. Voilà, il faut aussi être court dans la couleur adverse, et en particulier dans la zone 12-14. Si vous êtes dans la zone basse, donc du compte d'appel, donc la zone 12-14, qui est la première zone d'un compte d'appel, d'accord, il faut aussi avoir en principe maximum 2 cartes dans la couleur de l'adversaire. Voilà. Donc 4-3 en majeur, c'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Si on est dans les zones au-dessus, 15, 16, et que l'intervention, alors 15 non, mais que à partir 16, 17, et que l'intervention de 100 atout n'est pas possible, parce qu'on a 3 petits, par exemple, dans la couleur adverse, on est 4-3, 3-3, des machins comme ça. Bon, là, dans cette zone-là, on va pouvoir éventuellement faire un compte d'appel, même si on n'est pas double ton dans la couleur adverse. Mais en principe, pas dans la zone 12-14. Voilà. Donc là, on pourrait vaguement contrer l'ouverture d'un carreau. Je dis vaguement parce que la dame de carreau seconde, dans ces cas-là, c'est quand même pas la carte du siècle. Bon, enfin, on pourrait raisonnablement contrer l'ouverture d'un carreau, mais on ne peut pas contrer l'ouverture d'un trèfle. Voilà, on a trop de trèfles pour pouvoir contrer. Alors, n'oubliez pas qu'on est au bridge et on n'est pas au tarot, et que le fait de passer la première fois, ça ne vous condamne pas à passer pour le restant de votre existence. On va pouvoir éventuellement se manifester autour d'après. Alors, donc, on a passé, et voilà la suite. Votre adversaire de gauche passe aussi sur un trèfle, et votre partenaire réveille à 2 carreaux. Ah, alors, est-ce que vous connaissez la signification de ce réveil à 2 carreaux? Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, il y en a qui le jouent bicolore majeur. Alors, bon, on peut jouer tout un tas de conventions qu'on veut, hein, mais je vous pose la question dans le cadre standard. Hein, voilà, bon, imaginez, je sais pas, moi je me retrouve, je vais faire un tournoi à Pitaouchnok-les-Oies. Je m'assieds en face de, je sais pas moi, d'un joueur du club où je suis en vacances. Voilà, bon, on a parlé de rien, on s'est mis au point de rien, donc on joue le système standard. Bon.
Donc, quelle est la signification standard de l'enchère de deux carreaux? Maintenant, ça ne vous empêche pas, vous, avec votre partenaire, de décider de jouer autrement. Hein. Bon. Mais quelle est la signification standard de l'enchère de deux carreaux? C'est un peu le majeur. Ah. Alors. Donc, déjà, il y a plusieurs avis. Ouais. Ouais, donc, c'est intéressant de poser la question, vous voyez? Oui. Ok, étudier, ouais. Moi, je pense. Ah, ouais, alors, il y a eu beaucoup d'interprétations différentes de cette enchère de C'est deux 5 carreaux. cœurs, 5 piques. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez été voir sur un excellent site dont je vous recommande chaudement la visite régulière et qui s'appelle amourdubridge.fr. Il y a un dossier sur les réveils au palier de 1. D'accord? Donc, on parle de ça hein, dans ce dossier. Voilà. Et donc, il ne reste presque plus de bicolores en réveil, sauf les cubides, en fait. Voilà. C'est-à-dire que 200 atouts n'est pas un bicolore, contrairement aux interventions. Oh non. Un pic 200 atouts, c'est un bicolore mineur. Un pic passe-passe 200 atouts, c'est pas un bicolore mineur. D'accord? C'est du 100 atouts. Bah non. 17-19, par exemple. Bon. Pareil, un carreau passe-passe 200 atouts, c'est pas un bicolore cœur trèfle. Non, non. C'est une main Non. régulière 17-19. Mm. Bon. Et il y a deux sauts, si vous voulez, qui sont des bicolores en intervention, qui sont un trèfle 2 carreaux et un cœur ou un pic 3 trèfles. D'accord? Donc, un trèfle 2 carreaux, c'est bicolore majeur, et un cœur ou un pic 3 trèfles, c'est en standard, c'est bicolore, l'autre majeur et les carreaux. Bon, c'est dans les Michael précisé. Et ça, c'est des choses qui ne sont valables qu'en intervention, mais qui ne sont plus valables en réveil. Ça n'existe plus en réveil. Voilà. Et en réveil, les sauts dans une couleur, quel qu'il soit, que ce soit des sauts au palier de 2 ou des sauts au palier de 3, ils sont naturels, d'accord? Donc, ce n'est pas des bicolores, c'est naturel. Et ça montre l'équivalent d'une petite ouverture. Voilà. C'est-à-dire que ça, grosso modo, ça couvre la zone 11-13. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une petite ouverture avec évidemment une belle couleur, unicolore, deux couleurs, et une bonne couleur. Alors, 6e au palier de 2, ouais. 7e au palier de 3 s'il y a double saut. C'est-à-dire qu'on pouvait faire un saut au palier de 2. Donc là, à ce moment-là, par exemple, un trèfle passe-passe 2 piques, c'est 6 cartes, et un trèfle passe-passe 3 piques, c'est 7. Par contre, les sauts où on ne pouvait faire le saut qu'au palier de 3 parce qu'on nomme une couleur moins chère que l'ouverture, donc par exemple, un pique passe-passe 3 trèfles, hein, ou un cœur passe-passe 3 carreaux, donc là, on ne sait pas, c'est 6 ou 7 cartes. D'accord? Bon. Et dans tous les cas, c'est la même zone de points, donc l'équivalent d'une petite ouverture de 11 à 13 points d'honneur. D'accord? Et une seule couleur, et une couleur de bonne qualité. Voilà. Donc là, quand votre partenaire réveille à 2 carreaux, ça n'est pas un bicolore majeur. Voilà. Alors, il serait où le bicolore majeur? Il serait où? Sur un trèfle passe-passe. Il y a un bicolore majeur. Oui, ça serait à 2 trèfles, absolument. Et c'est un petit peu spécial aussi en réveil, c'est-à-dire que quand on fait des bicolores en intervention, ils ne sont pas zonés. Quand je dis un trèfle 2 carreaux bicolore majeur, je peux avoir une main relativement faible. Hein, si j'ai 2 couleurs correctes, de temps en temps, j'ai pas plus de 9-10 points. Hein, bon. Et puis, je peux aussi avoir 6-6 avec As-Roi Dame Valet 6e, As-Roi Dame Valet 6e. Donc, il n'y a pas de limite à une intervention bicolore, en second. D'accord? Alors que les bicolores en réveil promettent au moins 14 points d'honneur. Ce n'est pas des réveils faibles, c'est toujours des mains fortes. D'accord? Voilà. Enfin, au moins l'équivalent d'une bonne ouverture. Voilà. Donc, vous voyez que c'est des choses qui sont très différentes en réveil et en intervention. Si vous ne connaissez pas bien tout ça, allez sur Amour du Bridge pour regarder le dossier sur les réveils au palier de 1, parce que c'est un domaine qui est très, très mal connu. Hein. Moi, je connais beaucoup de premières séries, même majeures, qui ne maîtrisent pas du tout les enchères de réveil au palier de 1. Bon. Voilà. Donc là, du coup, quand votre partenaire réveille à 2 carreaux, il a grosso modo entre 11 et 13 points d'honneur avec 6 beaux carreaux. Et évidemment, pas de majeur quatrième. Si la majeure quatrième, il réveille par un carreau pour qu'on puisse retrouver le fil 4-4. Alors du coup, quelle enchère on va faire? 300 atouts. Ok? Bon, 300 atouts, ça paraît raisonnable. Vous avez 14 points, votre partenaire en a au moins 11, il a 6 carreaux, vous avez la dame seconde, vous arrêtez les trèfles, tout va bien. Et donc, vous dites 300 atouts, et tout le monde passe. Votre adversaire entame
du 10 de trèfle et le mort s'étale. Donc, vous voyez, votre partenaire, il a la main qui vous a promise, hein, c'est-à-dire l'équivalent d'une petite ouverture, la 12, avec 6 beaux carreaux, roi, valet, 10. La dame, il n'a plus rien. Alors, comment est-ce que vous allez jouer ce contrat de 300 atouts? Alors, vous savez que quand on fait un plan de jeu, on commence par compter ses gagnantes. Bon. Alors, que vous jouiez 300 atouts, que vous jouiez 4 piques, hein. Bon, les perdantes, ça n'existe plus. Hein. Enfin, ça n'existe plus. En tout cas, il y a longtemps qu'on ne les enseigne plus. Hein. Voilà. Et en fait, il n'y a aucune raison de les compter les perdantes d'un côté et les gagnantes de l'autre. Ça n'a pas de sens. Mais ce qu'il faut faire, c'est compter les gagnantes des deux camps. Alors, vous allez me dire, c'est la même chose de compter les perdantes ou de compter les gagnantes de l'adversaire, mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tout à fait la même façon de raisonner. Hein. Bon. Alors, je vais commencer par compter mes propres gagnantes. Bon. Alors, en gagnante immédiate, j'en ai 4. J'ai 3 levées de pique et le roi de trèfle. Bon, parce qu'après l'entame trèfle, le roi de trèfle, c'est une gagnante immédiate. Bon. Donc ça fait que 4 levées. Mais il est bien évident que j'ai tout un tas de gagnantes potentielles qui sont représentées par les carreaux et les cœurs. Bon. Et qu'à carreau, j'ai 5 levées potentielles qui m'attendent. Dès que je vais déloger l'as de carreau, j'ai 5 levées de carreau qui m'attendent. Et à cœur, pareil, une fois que j'ai délogé l'as de cœur, j'ai au moins 2 levées, voire 3, si le 10 a la bonne idée de ne pas faire de résistance. Bon. Donc au niveau de mes levées potentielles à moi, j'en ai trop. C'est-à-dire que 5 levées de carreau, 3 levées de pique, ça fait 8, le roi de trèfle, ça fait 9, et au moins 2 levées de cœur, ça fait 11. Vous voyez que je n'ai pas de souci pour me trouver mes 9 levées. Bon. Donc, mon problème n'est pas de gagner 300 atouts, entre guillemets. Mon problème n'est pas de trouver 9 levées, je les ai sous les yeux. Bon. Mon problème, c'est donc les levées de l'adversaire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, eux, comme levée? Alors, à pique 0, à cœur 1, à carreau 1. Bon, et ça, c'est des as. Alors, les as, on a quand même en général du mal à empêcher les adversaires de les faire. Et donc, le problème, ça va être les trèfles. Ouais. Et donc, pour que je chute ce contrat de 300 atouts, il faudrait que je perde 3 levées de trèfle. Ça va? Bon. Alors, comment ils sont les trèfles? À l'entame du 10, il y en a peut-être Ouais. peut-être que 2, il y en a 5 de l'autre côté. Alors, mon adversaire de droite, il a ouvert. Hein, d'accord? Oui. Alors, au niveau des points qui manquent, alors c'est toujours pareil. Ça, c'est un truc, ça doit devenir un réflexe. Hein. C'est comme quand vous êtes en flanc. Quand vous êtes déclarant et que les adversaires ont participé à la séquence, la première chose à faire, c'est de compter les points du mort. Voilà. 26, Vous les additionnez au vôtre, vous faites la différence avec 40, et comme ça, vous savez comment ils vont être répartis. 14. Alors, là, le mort, il a 12, vous avez 14, ça fait 26. Bon. Donc, il y a 14 points qui se baladent chez les adversaires. Et votre adversaire de droite a ouvert. Bon, alors, ça veut dire que celui de gauche, il a entre peut-être une dame, entre 0 et 2, en fait. Hein. Bon. Alors, il n'a pas de valet, parce que les valets, vous avez les 4. Vous. Bon. Donc, votre adversaire de gauche, soit il n'a rien, et l'autre a les 14 points qui manquent, soit éventuellement, il a une dame. Bon. Et comme la seule dame qui vous manque, c'est la dame de trèfle, c'est le seul honneur qu'il peut peut-être avoir. Ah, En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que les 3 as sont à votre droite. Vous êtes d'accord? Bon. Alors, combien il a de trèfle, celui qui a ouvert d'un trèfle? Je ne sais pas. Il peut en avoir 3, il peut en avoir 4, il peut en avoir 5. Ouais. Alors, s'il en a 5, ça veut dire que l'autre, il vient d'entamer son doubleton. Ouais. Et que donc, celui de droite, il a 5 trèfles par as, dame, 9. Enfin, il a que des gros, de toute façon. Moi, à part le roi, j'ai 2, 3, 4. Hein. Bon. 2, 3, 4, 5. Donc, ça veut dire que mon adversaire, il a 5 gros trèfles. Quoi. Bon. Donc, comment ça va se passer? Mon valet, il va se faire manger, évidemment, sans problème. Il n'a pas de valeur, mon valet. Et donc, je vais faire mon roi de trèfle, et lui, il va se retrouver avec 4 trèfles nets très vite. Ouais. Et comme c'est lui qui a les as, qu'est-ce que vous pensez dans ce cas-là de l'avenir du contrat de 300 atouts? On chute. C'est mort. Ouais, c'est-à-dire que vous appelez à Mahmoud, vous ne pouvez pas gagner 300 atouts. Bon. Donc, je vais oublier ce cas-là parce que je ne peux rien faire. Deuxième cas de figure, il a 4 cartes à trèfle. Donc là, l'autre, à ce moment-là, ça veut dire que s'il a entamé du 10 alors qu'il en a 3, c'est qu'il a le 9. Hein, donc, il peut avoir 19 petits, par exemple. Hein. Bon. Donc, s'il a 19 petits, il va entamer du 10. Alors, dans ce cas de figure,
qu'est-ce que je peux faire? Ah, il va quand même faire 3 traits. J'arrête les trèfles qu'une fois, d'accord? Et donc là encore, mon adversaire, je ne peux pas l'empêcher de libérer ses trèfles. Et donc, si c'est Deux bien as. droite, hein, qui en a 4, ben, il va toujours faire 3 levées de trèfle, et puis c'est 2 as. C'est- Donc je suis mort. Donc j'oublie, puisque je ne peux pas lutter. Donc je ne m'occupe pas des positions de cartes où je ne peux pas lutter. D'accord? Alors, qu'est-ce qui reste comme position possible? Il a entamé du 10, non, Dame, 10, 9. Ouais, ça c'est 4, possible. 8, 9, 10, 11, 12, Ouais. 13. Et qu'il ait 4 trèfles à gauche. Voilà, qu'il ait 4 trèfles à gauche et 3 seulement à droite. D'accord? Alors, bon, c'est possible, hein, puisqu'on peut ouvrir un trèfle avec 3 cartes. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Alors, est-ce que je peux recouper le micro? Ouais. Eh ben, il faut laisser passer. Alors, bon, je vous remets muet. Éventuellement, vous pouvez répondre par écrit, toujours pareil. Voilà. Voilà. Donc, à partir du moment où je suis certain que l'as de trèfle est à ma droite, mon roi, je le ferai toujours. D'accord? Voilà. Donc, il n'y a pas le feu. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que j'espère que celui qui a ouvert d'un trèfle n'en a que 3, et donc que je coupe les communications, tout simplement, entre celui de gauche et celui de droite. Alors, je vais mettre le valet de trèfle pour voir. On ne sait jamais. Si jamais il est entamé sous la dame, ça va obliger l'autre à mettre l'as. Et quand la dame de trèfle arrive à ma droite, bon, ben là, cette fois-ci, je sais que celui de gauche a 0 et que celui de droite a donc les 14 points qui manquent. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà. Je vais mettre un petit, parce que si je prends du roi, eh ben, je suis cuit. Par contre, quand je mets un petit, regardez ce qui se passe. Je vous montre les 4 jeux. D'accord? Ah, il a été malin, lui, de mettre la dame. S'il avait mis l'as de trèfle et qu'il avait rejoué la dame, là, c'était facile de laisser passer avec un roi qui est maître. D'accord? Quand il met la dame de trèfle la première fois, il me tend un piège. Vous voyez? Il me suggère de mettre le roi à la première levée. D'accord? Et si je prends du roi de trèfle, eh ben, dès qu'il va reprendre la main avec l'as de carreau, il va pouvoir jouer as de trèfle et trèfle, et c'est son partenaire qui fera les levées de trèfle. Par contre, quand sur la dame, j'ai mis un petit, il peut jouer as de trèfle et trèfle, qui va libérer le trèfle de son partenaire, mais le partenaire en question ne prendra jamais la main, évidemment, parce qu'il n'a aucun des 2 as. D'accord? Et du coup, je vais gagner mon contrat de 300 à tout. Voilà. Alors, bon, il est un petit peu plus tôt que prévu. Donc, bon, je vais voir en fonction des ressentis que vous allez m'envoyer sur la façon dont ça s'est passé. Donc, probablement, je pense que je vais passer à 8 donnes pour qu'on puisse tenir 2 heures. Bon, c'est vrai que c'est peut-être aussi pour vous un peu long, je ne sais pas. Vous allez me dire. Et puis, je prendrai ma décision dans le courant de la semaine. Alors, ce que je peux faire, si vous voulez, c'est je vais... voilà. Donc, vous pouvez réactiver vos micros. Vous pouvez éventuellement soit me dire, à la limite, pour l'instant maintenant, alors évidemment, on est nombreux, donc bon, et vous pouvez éventuellement me donner votre ressenti sur la façon dont ça se présente. Bon, éventuellement, si je peux encore améliorer un petit peu des choses dans la présentation des cartes, etc. Puis si vous avez aussi une question technique, un truc qui vous vient à l'esprit, éventuellement, n'hésitez pas à en parler. Donc, on va faire ça toutes les semaines. Donc je vous rappelle le principe. Donc, il y aura un cours lundi matin et un cours mercredi soir. Quand vous achetez donc des cours que vous pouvez acheter en ligne sur le même article, toujours le même, sur lequel je vais vous mettre les donnes dont on vient de parler, que vous pourrez donc retravailler derrière. Je vais faire ça à la fin du cours, je ferai ça tout à l'heure. Donc dans l'après-midi, ça sera fait, vous pourrez aller les chercher. Qu'est-ce que je voulais dire? Zut, j'ai oublié ma phrase. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, c'est l'âge. On est tous au même point. Donc vous pouvez remettre vos micros si vous voulez parler. Alors, je ne vous entends pas. Normalement, ça devrait marcher. Alors, 8 donnes, ça serait bien. Ah oui, ça y est, voilà. Alors, oui, donc je disais, voilà, donc le principe des cours. Voilà, donc ça sera donc le lundi matin
et le mercredi soir à 8 heures. Donc, quand vous les achetez, vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Vous voyez. Donc, en fait, moi, je vous enverrai par mail les liens qui vont changer, évidemment, toutes les semaines. Donc, pour ceux qui vont s'abonner. Et vous pouvez acheter le nombre de cours que vous voulez. Voilà. C'est-à-dire que, en fonction de vos disponibilités, si vous savez que telle semaine, vous ne pourrez pas suivre le cours, bon, bah, à ce moment-là, vous n'en achetez que 3 ou 4 ou 5 ou 1 ou 2 ou 10. Enfin, c'est à vous de voir en fonction de votre planning combien vous pouvez en acheter. En sachant qu'il y a un tarif dégressif à partir de 5 et à partir de 10. D'accord ? C'est aussi un tarif plus intéressant pour les gens qui sont abonnés au site Amour du Bridge, donc 40 € par an. Voilà, donc vous avez le droit aussi, pareil, à un tarif un petit peu. Alors, donc, vous pouvez suivre le cours soit du lundi, soit du mercredi, soit les deux. Alors, sachant que ça sera le même, évidemment. Hein. Donc, mais ceci étant, ça ne vous empêche pas. Si vous pensez que ça peut être bien de le refaire une deuxième fois, même avec les mêmes donnes, parce que vous n'avez pas tout capté, bah, c'est votre choix, vous pouvez faire les deux. Et puis, si vous avez l'habitude de faire le lundi matin, mais qu'il y a un lundi où vous ne pouvez pas parce que vous avez rendez-vous chez le médecin, eh bien, vous pouvez à ce moment-là rattraper, évidemment, et suivre celui du mercredi soir. Alors, attention, quand vous achetez des cours, vous les achetez consécutifs. Voilà. C'est-à-dire que là, par exemple, cette semaine, si vous allez sur le site et que vous allez acheter, mettons, 5 cours, eh ben, vous achetez les 5 semaines qui viennent. D'accord ? Voilà. Sinon, c'est impossible à gérer, hein, pour moi, parce que déjà, là, ce n'est pas forcément très facile, mais voilà, donc ça fonctionne comme ça. Donc, si vous savez que vous ne pourrez pas suivre telle semaine, ben, à ce moment-là, vous en achetez que 4, et puis vous rachèterez après. Hein, voilà. Sinon, voilà. Autrement, autre chose aussi, c'est que si vous partez en voyage, par exemple, bah, il suffit que vous ayez un ordinateur ou une tablette et une connexion Internet, vous pouvez suivre le cours depuis Singapour. Hein. Il y a pas, bon, vous aurez le décalage horaire, mais sinon, c'est possible. Hein. Voilà. Alors, non, alors normalement, normalement, ça ne devrait pas être limité à 100 personnes. Je ne sais pas pourquoi ça s'est limité à 100 personnes, parce que normalement, moi, j'ai pris une option de Zoom où j'ai plus que ça. Bon, là, je pense qu'on aurait dépassé les 100 personnes aujourd'hui parce que c'était un cours gratuit. Maintenant, quand ça va être un cours payant, on va voir si les 100 personnes, tant mieux. Ça, moi, je serais content. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'on atteigne ces chiffres-là. Hein. Bon, on va voir. Alors, les corrigés, on les trouvera. Les corrigés, vous les trouverez sur le site de. Là, il y a bien le son. Je pense, entre midi et 2, je ne sais pas, je vais voir. Voilà. C'est fini. Donc, il y aura un lien, vous pourrez ça sera un PDF, hein, vous cliquerez dessus et vous aurez le PDF qui va s'ouvrir dans votre ordinateur. Et une fois que vous avez le PDF, vous pouvez le lire sur votre écran ou l'imprimer si vous avez une imprimante. Hein. Voilà. Alors, donc non, il n'y aura pas de thème, hein, on va fonctionner comme ça. Donc, alors maintenant, c'est ce que j'ai dit. Moi, je vais prévoir aussi toujours un moment de discussion à la fin du cours où vous regarde, tu vois, des questions sur des thèmes de votre choix. tous les gens qui sont connectés. Et on improvisera quelque chose comme ça. D'accord ? Bon, donc à la limite, si vous avez des questions particulières ou il y a des thèmes qui vous intéressent, ben vous préparez votre question et puis à la fin du cours, vous la posez. Moi, je vous fais un petit speech sur ce truc-là. Bon, donc on va faire ça. Donc on verra, c'est peut-être pour ça que. Bon, voilà. Donc, on va fonctionner comme ça. C'est fini. Donc, alors, voilà. Donc, pas de programme. Hein, c'est-à-dire que ça sera toujours. Moi, je pense que, vous voulez, si ça vous intéresse d'avoir des cours sur des thèmes, etc., genre sur Amour du Bridge, il y a déjà tellement de tonnes de choses sur tous les thèmes possibles et imaginables. Désactiver mais le non, son. mais justement, je ne Essayez de pas trop parler. Voilà. Voilà. Donc, alors, non, il y a un mélange de jeu de la carte et d'enchères. L'idée, c'est de vous mettre en situation réelle, comme si vous jouiez des donnes. Et je vous accompagne un petit peu en vous tenant par la main pour étape par étape, donc enchère par enchère, carte par carte. Hein. Bon. Donc, ça pourra être, on va parler de tout un tas de choses, mais il n'y a pas de thème forcément prédéfini. Hein. Bon. Parfois, on aura des donnes couplées, c'est-à-dire qu'on aura 2, 3, 4 donnes qui vont être sur le même thème pour bien pouvoir aller à fond sur ce thème-là. Bon, ça c'est possible, ça arrivera. Mais voilà, ça ne sera pas systématique, ça ne sera pas forcément toujours comme ça. Bon. Et l'idée, c'est donc de vous faire jouer vraiment un bridge
pratique avec des problèmes qui se posent vraiment dans la vraie vie. Vous voyez, bon, voilà. Essayez de faire une approche qui ne soit pas trop théorique, vous voyez, et vous mettre vraiment en situation réelle telle qu'on se trouve quand on joue. Hein, voilà. Alors oui, il y aura du jeu de flanc, bien sûr. Moi, je suis quelqu'un j'adore le flanc. Donc, c'est pour moi le compartiment du jeu qui m'amuse le plus. Donc oui, on fera du jeu de flanc, bien sûr. Bien sûr. Quitte et puis on va. Alors, bon, bah, il nous reste un petit peu de temps, si vous voulez. Est-ce qu'il y en a que, je sais pas, une question comme ça, un truc qui Regarde, tous ceux qui sont, on les voit tous. Alors, en bas à gauche, fermez votre micro, voilà. Non, vous n'avez pas pensé à une question particulière? Non. Non. Quel est le sujet du cours mardi à 10h? Ah, alors mardi à 10h, ça c'est autre chose. Donc mardi demain hein, à 10h, vendredi prochain et mardi d'après, ça c'est des conférences où là il y a un thème, d'accord, qui sont organisées donc en collaboration avec le Bridger. Donc là l'inscription elle se fait pas par mon intermédiaire. Enfin, vous avez un article sur Amour du Bridge qui vous permet d'aller sur le lien où vous pouvez vous inscrire. Donc là, c'est différent. Là, c'est une conférence avec un thème. Hein. Bon. Alors, c'est du Zoom aussi, hein, mais c'est une conférence avec un thème. Alors, que je dise pas de bêtises, demain, le thème, c'est les réveils ultérieurs. Alors, tout à l'heure, on a parlé un petit peu des réveils, ce qu'on appelle les réveils immédiats. Donc, un machin passe, et on est en réveil. Ça, c'est ce qu'on appelle les réveils immédiats. Les réveils ultérieurs, c'est autre chose. Les réveils ultérieurs, c'est votre partenaire et vous passez, et c'est les adversaires qui enchérissent. Patati, 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 patata. Bon. Et puis tout d'un coup, il s'arrête. Et il s'arrête à un sans atout, il s'arrête à 2 trèfles, il s'arrête à 2 piques, voilà, en général au palier de 1 au palier de 2. Quand il s'arrête au palier de 3, si on n'a jamais rien dit ni l'un ni l'autre, c'est quand même bien rare de réveiller. Bon. Mais par contre, quand les adversaires s'arrêtent au palier de 1 ou au palier de 2, bon, c'est quand tout bête, un pique, passe, 2 piques, passe, passe. Bon, voilà. Et puis le joueur qui était là, il se retrouve en position de réveil. Bon. Et donc, ou alors un trèfle, un cœur, un sans atout, passe. Bon, pareil. Hein. Donc là, le dernier, là, il est en position de réveil. Donc la position de réveil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il passe, c'est fini. Les enchères s'arrêtent. Bon. Et donc la question, Regarde tous les gens, moi j'y suis. est-ce qu'il faut que je le réveille? On me voit dans Alors, attention au micro. Voilà. Et donc, est-ce qu'il faut que je réveille ou pas? Et si je décide de réveiller, comment répondre à mon partenaire, etc. C'est un truc alors, absolument, vraiment très, très important, fondamental en tournoi par paire. Bon, très important en match par 4 et fondamental en tournoi par paire. Voilà. Mais en tournoi par paire, les deux choses les plus importantes, c'est le jeu de flanc et les réveils. Voilà. Il n'y a rien qui va plus impacter votre résultat en tournoi par paire à la fin de l'année que le jeu de flanc et les réveils. C'est un truc absolument fondamental. Bon. Donc, ça, c'est la conférence de mardi matin. Vendredi matin, c'est laisser passer ou pas à sans atout. Donc, bon, là, on en a vu un exemple, mais c'est un truc qui est pareil, très important, parce que jouer 300 atouts ou un 100 atouts, c'est des choses qui vous arrivent évidemment tout le temps. Et le problème de laisser passer ou pas la couleur d'entame, des fois, c'est quelque chose de je l'ai, fondamental. puis tout d'un coup, Attention au micro. Je suis venu me mettre là-dessus. Alors, demain soir, il n'y a rien. Le deuxième cours gratuit, c'est mercredi soir. À un moment donné, il y a une coquille dans la newsletter que j'ai envoyée, où je m'étais trompé, j'avais mis mardi soir, mais c'est mercredi soir. Et puis, mardi prochain, il y a une autre conférence Bridger. Ça, c'est sur le squeeze. Alors, ne dites pas, oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Hein, bon, vous allez voir que le squeeze, c'est beaucoup moins compliqué que ça en a l'air. Hein, bon. Et que si on connaît quelques petites choses, eh bien, vous allez voir qu'on fait on peut faire des squeezes. N'importe qui peut faire un squeeze. Hein, ce n'est pas du tout réservé aux premières séries, et encore moins aux premières séries majeures. Bon, voilà. Donc, quand j'ai fait ça, moi, je l'ai parce que bon, ça, c'est des trucs que je fais en stage, évidemment. Hein, bon. La dernière fois que j'ai fait le squeeze, c'était dans mon stage que je dis pas, c'était en Sicile, je crois, ou au Portugal, je ne me rappelle plus. Bon, peu importe. Peut-être au Portugal. Bref. Et je peux vous assurer que le tournoi du soir, où il y a des donnes d'application, eh ben, les gens se sont étonnés eux-mêmes d'avoir réussi des squeezes. Hein. Bon, voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faut démystifier. Bon, je ne dis pas que c'est toujours évident, évidemment. Hein. Bon. Mais c'est moins compliqué que ce que ça en fait. Voilà. Donc,
Donc ça, c'est 3 conférences. Donc là, pour s'inscrire, il faut aller s'inscrire sur le site du Bridger. Et puis sinon, il y a encore une autre activité Internet, qu'il faut bien s'occuper, puisqu'on ne peut plus sortir de chez nous. C'est un mini-stage de 3 jours. Donc là, c'est fin novembre. C'est du 17 au 20. Donc, où là, je fais des cours l'après-midi et des tournois d'application où il n'y a que des applications des cours, donc un peu ce que je fais dans mes stages réels, en fait. Bon. Le lendemain matin, sur BBO. Bon. Donc là, c'est pareil. Là, vous pouvez vous inscrire directement sur Amour du Bridge. Vous avez les thèmes. Je ne les ai plus dans la tête, mais si vous allez voir sur Amour du Bridge, vous verrez les thèmes que je vous propose dans ce mini-stage de 3 jours. Ça, j'en ai déjà fait 2. J'en ai fait un au mois de mai et un au mois de juin, donc pendant les confinements. Et bon, ça avait bien marché. Puis bon, après, il y a les tournois d'application sur BBO le lendemain matin. Donc les horaires, c'est, je crois que, je ne dis pas de bêtises, je crois que les après-midi, c'est à 16h. Et les matins, c'est à 10h de mémoire. Bon, vous avez tout ça marqué sur le site. Alors, donc les conférences, pas par le biais de BBO, non, mais sur Zoom comme aujourd'hui, oui. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, voilà, les conférences, donc soit les conférences B-Bridge ou le Bridger, c'est sur Zoom, et dans le cadre du mini-stage du 17 au 20 novembre, donc c'est pareil, l'après-midi c'est sur Zoom, et le matin c'est les tournois sur BBO. Voilà, c'est 2 choses. Voilà. Alors oui, ces conférences sont payantes, oui, bien sûr. Oui. Alors les conférences du Bridger, je crois que c'est 15 € de mémoire. Et puis le stage, c'est pour 3 jours, donc ça fait 6 activités en fait, hein, parce qu'il y a donc les 3 conférences plus les 3 tournois. Donc là, c'est 90 €. Vous payez moins cher si vous êtes en couple. Voilà. Bon. Voilà. Donc vous avez tout ça, tous les renseignements, tous les trucs, tous les liens pour régler par carte bleue. C'est bien, 15 €, c'est cher. Alors je répète un truc très important. Quand vous payez avec votre carte bleue, soit un abonnement à Amour du Bridge, soit des cours, soit les conférences, soit les mini-stages, etc., ça ne transite pas, votre numéro de carte bleue ne transite pas par le site Amour du Bridge. Donc, soyez pas inquiets. Tout ça, moi, je n'ai pas accès à vos numéros de carte bleue. Vous voyez, je ne peux pas aller piquer dans la caisse. Hein, c'est pas possible. Voilà. Donc, tout ça, ça passe soit par PayPal, soit par Stripe, qui sont des trucs de paiement mondiaux, hyper méga sécurisés. Oui, c'est mieux, oui. Qui brassent des milliards de dollars ou d'euros tous les jours. Donc, vous inquiétez pas, ces sites-là, ils ne sont pas piratables. Hein. Bon. C'est mieux gardé que la Banque de France. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, ça ne transite pas par notre site, parce que c'est vrai que de temps en temps, les sites Internet qui sont des sites bancaires sont évidemment une des protections qui sont beaucoup moins importantes que les sites bancaires. Donc, nous, on est sécurisé. Je ne sais pas si vous avez vu, on a sur Amour du Bridge, c'est HTTPS. Alors, je ne sais pas si le S, il veut dire sécurisé. Bon. Mais on n'est pas non plus une banque, c'est-à-dire qu'on n'a pas des protections. Voilà. C'est pour ça que tout ce qui est carte bleue et machin, ça ne transite pas par notre site. Donc les gens qui essaieraient de pirater Amour du Bridge n'auraient pas accès à vos numéros de carte bancaire. Voilà. Donc vous pouvez être tranquille, vous pouvez régler comme ça, il n'y a pas de danger. Voilà. Alors, conférence quiz est-elle utile si on a déjà suivi les vidéos d'Amour du Bridge? Alors, je vais vous dire. Ça dépend comment vous avez. Si après avoir vu la vidéo sur le squeeze d'Amour du Bridge, vous avez tout est clair pour vous, la réponse est non. C'est-à-dire que voilà, on va refaire les mêmes choses. Hein. Bon, voilà, bon. Si vous pensez que c'est pas encore complètement compris et que ça peut mériter de repasser une deuxième couche, à ce moment-là, vous pouvez repasser une deuxième couche. Voilà. Mais bon, je ne vais pas réinventer le squeeze. Hein. Le squeeze, c'est toujours la même chose. Hein. Voilà, bon. Donc, effectivement, si vous pensez que vous maîtrisez bien le sujet, c'est pas la peine de retourner voir la conférence, bien sûr. Ça sera la même chose. Moi, on voit tout en premier, là, je suis. Voilà. Alors, je crois que ça va être fini. Voilà, 10 € par cours, si on en prend 10 quand on est abonné à Amour du Bridge. Voilà, tout à fait. Hein, voilà. Alors, quel est le niveau requis pour suivre les cours collectifs? Vous voyez, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas une grande estime du système de classement au Bridge. Hein.
Oui. C'est-à-dire Il a que raison. je pense que le classement au bridge n'est pas très bien fait. C'est un classement qui Pas est très très bien fait, non. cumulatif, donc qui favorise les gens qui jouent beaucoup par rapport aux gens qui jouent peu, qui favorise les premières séries aussi, parce que comme on gagne plus de points dans les épreuves d'excellence, même si on joue très mal, du moment qu'on y est, on gagne des points, même en jouant pas bien. Bon, donc j'ai pas beaucoup d'estime pour ça. Et moi, mon expérience personnelle d'enseignant et d'organisateur de stage, dans mes stages, j'ai toujours les 4 séries moi, qui sont représentées. J'ai des gens qui sont première série, voire majeure, hein, de temps en temps, première cœur, hein, ça arrive. Bon. Et puis j'ai les 4e séries aussi. Bon. Alors, le gros des troupes, c'est les 3e et les 2e, hein, bien sûr. Mais tout le spectre du classement est représenté. Et tout ce petit monde suit les mêmes cours et fait les mêmes tournois d'application. Et ça se passe très bien. Pourquoi? Parce que c'est quoi la différence fondamentale entre une première série et une 4e ou une 3e série? C'est l'expérience. Voilà. Bon. Donc, du coup, ils sont plus à l'aise à la table, ils ont plus d'expérience, ils ont plus de donnes. Bon. Donc, ils font moins de lâcher de cartes, ils font moins de bêtises. Ah bah oui, mon Dieu, j'aurais pas dû faire ça. Oui, bon. Parce qu'ils ont plus d'expérience. Mais au niveau de la compréhension de ce qu'on peut expliquer dans un cours, je veux dire, les 4e séries sont pas plus idiots que les premières. Hein. C'est pas une question de, c'est pas une question d'intelligence le classement. Ouais. Bon, c'est juste une question d'expérience. Alors évidemment, quand on est première série, on a plus d'expérience, donc on a déjà vu plus de choses, on a déjà appris plus de choses, et on va assimiler ce que j'ai expliqué peut-être plus vite. Mais au niveau de la compréhension, Pareil. c'est pareil. Hein, c'est pas, ouais, c'est juste après c'est vrai que dans l'application pratique ça va être plus compliqué de ne pas tout mélanger quand on est 4e série que quand on est première série. Mais au niveau de la compréhension, quand moi j'explique quelque chose, il n'y a pas de différence. Oui, bon. Donc moi, ça ne me gêne pas d'avoir des gens qui ont des classements très différents dans un même cours. Ce n'est pas quelque chose de gênant. Oui, bon. Simplement, ce qui va se passer souvent, c'est que les 4e séries ou les 3e séries vont découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et les premières séries vont s'apercevoir que finalement, ils pensaient qu'ils connaissent le sujet, puis que finalement, ils ne le connaissaient pas si bien que ça. Voilà. Et que ça méritait d'y retourner faire un petit tour. Voilà. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, bon. Moi, je sais qu'à une époque, on avait fait des sondages quand j'étais rédacteur en chef de Bridgerama il y a des années, sur l'impact des articles. On demandait aux gens, est-ce que vous trouvez que ces articles-là sont trop difficiles, pas assez difficiles, ou bien adaptés, etc. etc. Et les résultats avaient été très très surprenants parce que les seuls qui avaient répondu de temps en temps, là ça je trouve que c'est un petit peu difficile pour moi, c'est les premières séries. Donc, comme quoi, bon, on avait eu des surprises. Hein, donc voilà, donc c'est pas un souci. J'entends pas bien. Hein. Alors, est-ce que je peux. Oui, je Ben, recoupe le micro à chaque fois, mais le problème c'est que les micros, on peut les remettre. Donc, alors, vous n'êtes pas obligé de voir les gens. Hein, donc, d'abord, vous pouvez couper votre propre caméra si vous n'avez pas envie qu'on voit votre tête sur le truc. Et puis, dans les réglages de zoom, vous avez un truc qui est mosaïque ou pas mosaïque. Je ne sais plus trop comment ça se passe. Donc, il y a plusieurs réglages. Et vous pouvez très bien ne pas afficher toute la mosaïque de tous les visages. Vous pouvez mettre que le mien, par exemple. Hein, bon. Voilà, donc bon, vous avez plusieurs. Alors bon, je ne suis pas non plus un grand spécialiste de Zoom, mais si vous bidouillez un petit peu dans les réglages, vous avez moyen de changer ça. Voilà. Alors. Oui, si moi je peux couper tous les micros, mais chacun peut les remettre après. Donc bon, voilà. Donc c'est comme ça. Bon, mais on va s'y faire, on va s'habituer. Hein. C'est un petit peu comme tout. On essuie les plâtres un petit peu là. Hein. On regarde un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous propose, puisqu'il n'y a pas de questions, d'en rester là pour ce matin. Donc, deuxième essai mercredi soir à 20h, si ça vous tente. Et puis, donc je vais mettre sur le site tout à l'heure les donnes qu'on a jouées. Donc, je vais faire ça tout à l'heure. Et puis, sinon, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Donc, éventuellement pour demain, pour la conférence du Bridger sur les réveils ultérieurs. Et puis sinon, pour le stage de fin novembre.
Et puis voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis j'espère que ça vous a intéressé. Voilà, merci. Ciao. Et Alors, je ne sais pas comment on fait pour couper tout ça.